internationale. Nouvelle édition du journal sur Zoomeco TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Voici le sommaire de votre journal. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Mosito, est à la recherche des leviers efficaces pour dynamiser les recettes publiques et assainir les dépenses. Nous vous en parlerons dans ce journal. En République démocratique du Congo, le prix du cobalt, l'un des produits miniers, continue d'évoluer positivement sur le marché international. Plus de détails, c'est dans ce journal. Voilà tous les titres. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans un entretien médiatique accordé en marge de la TICAD 9 au Japon, la première ministre Judith Suminwa a laissé entendre que le trésor public congolais retranchait au moins 30% sur ses frais ainsi que ceux de tous les membres de son gouvernement. Elle a ajouté que la mesure s'inscrivait dans le cadre de la réduction du train de vie des institutions publiques en République démocratique du Congo et incluait également le président de la République, Félix Tshisekedi. Suivez ces propos recueillis par Djibril Bouloukou. La réduction du train de vie, nous l'avons déjà. Vous savez, moi, en tant que première ministre, tous mes frais sont coupés de 30%. Tout ce que le Trésor public débourse pour moi, c'est moins 30%. Et je ne suis pas la seule. Tous les autres ministres, tous les membres du gouvernement, à commencer par ainsi que le chef de l'État, nous sommes concernés par ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on lance juste comme ça, comme un slogan, c'est quelque chose qu'on applique. Et cette réduction du train de vie, nous essayons de voir au niveau vraiment de la réduction des dépenses, comment le faire. Parce que vous savez, avec cette guerre, M. Christian Loussafé nous l'a abordé, nous n'avons pas pu investir dans le développement comme nous voulions le faire. Parce qu'il y a quand même toute une partie de nos recettes qui vont dans les aspects sécuritaires. Et donc, ça veut dire que nous devons aussi faire un arbitrage dans les différentes dépenses que nous avons, dans les différentes missions qui doivent être menées, particulièrement les missions à l'extérieur. Vous savez, il y a des ministres qui partent en mission parce que aussi le financement n'est pas nécessairement du trésor public. Tout à fait autre chose. Le Conseil des ministres a été saisi d'un dossier sensible concernant l'exploitation minière illicite dans la province du Tanganyika. Dans son rapport hebdomadaire présenté vendredi 22 août 2025, le ministre de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Pierre Tumanga, a démontré des activités d'extraction illégale d'or sur les sites d'Enyota au sein du ranch d'élevage de Mouila dans les territoires de Moba. Djibril Bouloukou nous en dit plus. Sans citer le nom de l'entreprise impliquée, le ministre de la Pêche et l'Élevage a révélé qu'un groupe minier non identifié opère depuis plusieurs mois dans la section d'élevage d'Ntoya d'Ibingwa. Ces activités minières, menées en dehors de tout cadre légal, menacent gravement la relance agropastorale prévue sur ces sites stratégiques. Jean-Pierre Tumanga a également alerté sur la tentative de la spoliation de la concession relevant la direction provinciale du service national de développement de l'élevage à Lubumbashi. Le ministre a rappelé que la SNDE a pour mission de promouvoir l'élevage à travers la gestion de grandes unités de production animale dans les ranchs de Mouila, le ranch de Mitouaba, le ranch de Kaebe Mukulu et le ranch de Katenga. Ces dossiers, désormais portés à la connaissance du gouvernement, illustrent une nouvelle fois les tensions entre exploitation minière anarchique et programme de développement agricole. Il met en lumière le risque d'un conflit d'usage du sol dans un contexte où la République démocratique du Congo cherche à diversifier son économie au-delà du secteur minier. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. Le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Mosito, est à la recherche des leviers efficaces pour dynamiser le recette public et assainir les dépenses. C'est dans cette dynamique qu'il a échangé ce lundi 25 août 2025 dans son cabinet du travail situé au centre financier de Kinshasa avec l'inspecteur général des finances, chef des services, Christophe Bitassimwa Bahi. Une séance de travail stratégique axée sur l'évaluation de rubriques budgétaires en vue d'initier des réformes structurelles capables d'optimiser la gouvernance financière de l'État. Suivez.
Le vice-premier ministre, ministre du Budget Adolphe Muzito, a eu le lundi 25 août 2025 dans son cabinet de travail au centre financier de Kinshasa avec l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassi-Moi. La réunion a tourné essentiellement sur les rubriques du budget général de l'État. L'IGF, en sa qualité d'institution de contrôle, entend accompagner le VPM Adolphe Muzito en proposant des réformes à mettre en place de manière à booster les budgets de l'État et à améliorer la qualité de la dépense. Dans la foulée, le patron de l'IGF a laissé entendre que le vice-premier ministre, ministre du Budget, peut totalement compter sur l'appui de l'inspection générale des finances, qui est d'ailleurs son institution de carrière. Il peut compter totalement sur l'appui de l'inspection générale des finances, qui est d'ailleurs son institution de carrière. Donc, nous sommes venus avec une double sympathie en tant qu'autorité supérieure, mais en même temps en tant que collègues de service. Le projet de loi des finances de l'exercice 2026 constitue l'un des dossiers prioritaires du nouveau gouvernement dans un contexte marqué par des besoins accrus en financement et par la volonté affichée de renforcer la discipline budgétaire. Cette rencontre a également connu la participation du vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumouana. Parlons éducation dans ce journal. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malodinanga, a procédé ce mardi 26 août 2025 au lancement officiel de la revue annuelle des performances de son sous-secteur. Une cérémonie placée sous les signes du bilan et de la prospective après une année scolaire marquée par d'importantes réformes. Suivez. Au cœur des débats et des analyses, l'évaluation de la révolution numérique impulsée par le gouvernement dont la dernière session de l'examen d'État a été la vitaille la plus emblématique. L'objectif de ces 3 jours de travaux est double. Il s'agira dans un premier temps de dresser un bilan objectif et chiffré des avancées et des défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces réformes. Dans un second temps, les participants devront formuler des recommandations concrètes pour consolider les acquis et surmonter les obstacles identifiés afin de préparer au mieux la rentrée scolaire à venir. Cette revue annuelle des performances permet au ministère de piloter ses actions non sur des impressions, mais sur des données tangibles en vue d'améliorer continuellement la qualité de l'enseignement et de construire une école résolument tournée vers l'avenir. La route nationale numéro 1, axe stratégique du Congo central, est régulièrement en réhabilitation. Pourquoi cette route essentielle pour les transports des marchandises et des personnes se détériore-t-elle si rapidement? Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a mené une mission d'inspection dans la province et semble avoir trouvé la réponse. Gardidiana pour les reportages. Au cours de sa visite d'inspection de la province du Congo central, le ministre John Banza a constaté que le carrière, camionneurs et chauffeurs de gros engins surchargent régulièrement leurs véhicules, dépassant largement le poids autorisé. Après contrôle, le ministre a pris le temps de sensibiliser le chauffeur et de rappeler l'importance du respect. À Kassangoulou, le processus de paiement des taxes prend beaucoup plus de temps que prévu, jusqu'à 10 minutes pour un seul véhicule, avec comme conséquence des embouteillages monstrueux et une congestion qui fragilise davantage les routes. Face à cette situation, John Banza a descendu son cortège et s'est rendu à pied au bureau du péage pour évaluer le processus et constater les dysfonctionnements. Accompagné des élus du Congo central, le ministre a assisté à Kisantou à une opération informatisée menée par le Fonds national d'entretien routier pour contrôler les véhicules poids lourds non en règle. À cette occasion, il a donné des instructions claires pour améliorer l'efficacité et l'efficience du dispositif, insistant sur la protection de route et le respect strict de dispositifs légaux. Pierre Tsumbu, député national et président du Caucus des élus du Congo central, a salué la perspicacité du ministre. Sa présence sur les terrains montre sa détermination à trouver des solutions durables pour nos routes. Mais vous ne pouvez pas deviner la joie qui nous anime au nom de tous les députés nationaux du Congo central, parce que combien de fois à l'hémicycle, nous relayons les cris de détresse de la population en ce qui concerne ce péage, la gestion, la misère que nous venons de vivre avec son excellence. Je crois que tout ce qu'on a fait là à Kinshasa, ça tombe dans l'eau. Aujourd'hui, lui-même, homme de terrain, comme a dit le collègue, homme de terrain, est venu vivre au-delà des rapports qu'il va voir là-bas dans son cabinet. Mais il a vécu et il a souffert avec nous la passion ici. Et c'est tous les jours que nous subissons, la population et nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a placé un péage ici
que ce soit devenu un calvaire. Pour John Banza, chaque route compte. Construire de nouvelles voies et réhabiliter celles existantes n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais un véritable enjeu socio-économique. Son objectif est de doter la République démocratique du Congo d'infrastructures modernes, adaptées aux besoins d'un pays en pleine expansion et consciente des enjeux du développement. Sûrement, Azali, Moko Oya Komema, la solution est belle dans le secteur où Kamba parce que, à Outikoza, dans la chambre où Ezaki Tango Nyonso, à l'alerte, il y a collé là-bas, pas si Oyo, peuple, Azali ko vivre. Et Toyambi a Outina itinérance, il y a côté là-bas chantier, mais Azali qui est intéressé à tellement à un péage d'Abisso à Kasangulu pour qu'à se rendre compte de la réalité Ezali Koleka Ao. La mission du ministre dans le Congo central illustre sa volonté de conjuguer inspection sur les terrains, sensibilisation des acteurs et propositions concrètes auprès du ministère des Finances et des Transports pour assurer la durabilité de routes nationales. Et puis, en République démocratique du Congo, le prix du cobalt, l'un des produits miniers, continue d'évoluer positivement sur les marchés internationaux. C'est ce que révèlent les dernières projections de la Commission nationale de Mercurial. La tonne devrait se négocier à 32 643 $ américains au cours de la semaine du 25 au 31 août 2025 contre 32 642 $ américains la semaine précédente. Olivia Kitambala. Le dernier rapport de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, publié le 15 août 2025, confirme la stabilité de cours de cobalt autour de 32 650 $ la tonne. Sur une base annuelle, l'évolution reste toutefois remarquable, plus 35,8% depuis décembre 2024 et plus 29,5% sur un an. Premier producteur mondial avec près de 70% de l'offre mondiale, la République démocratique du Congo a atteint une production record de 170 000 tonnes en 2024, principalement dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Ces niveaux de production constituent un pilier de l'économie nationale. En 2024, les ventes de cobalt ont généré près de 4 milliards $ américains de recettes d'exportation, renforçant la balance commerciale et les revenus de l'État à travers les taxes et redévances minières. Au-delà des chiffres, l'enjeu est stratégique. Le cobalt reste indispensable à la transition énergétique mondiale, notamment pour la fabrication de batteries des véhicules électriques et des appareils électroniques. Conscient de ces potentiels, le gouvernement mise sur la transformation locale via la création de zones économiques spéciales pour capter davantage de valeur ajoutée et s'inscrire durablement dans la chaîne mondiale de batteries et énergies renouvelables. Dans un contexte économique où la compétitivité et la performance industrielle sont au cœur des préoccupations, Hervé-Claude Ntumba Batukonke, directeur général du Fonds des promotions de l'industrie FPI en sigle, a officiellement lancé lundi 25 août 2025 à l'hôtel Rotana les travaux d'élaboration du plan d'action triennal 2025-2028. Narzel et Coco nous en parlent. L'objectif principal de ces plans stratégiques est limpide, construire un tissu industriel congolais à la fois compétitif et performant, capable de générer des emplois durables, de favoriser la transformation locale et de soutenir la croissance économique nationale. Cet atelier représente un moment décisif pour définir ensemble l'avenir du FPI. À l'image d'une organisation moderne, le FPI s'engage dans un processus de planification rigoureux. Ce travail ne se résume pas à une seule formalité. Il constitue un outil essentiel de bonne gouvernance et d'anticipation pour un établissement financier dédié au développement, a souligné le directeur général du FPI. Notre démarche est guidée par un double objectif. D'une part, améliorer la performance globale de notre institution par une gestion rationnelle des ressources et d'autre part, contribuer activement à bâtir un tissu industriel congolais qui soit à la fois compétitif. Pour y parvenir, le FPI doit évoluer. Comme je l'ai souligné lors de ma prise de fonction, nous ne serons plus un instrument de financement, mais bien plus une véritable institution de développement, moderne, robuste et centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Les travaux que nous entamons aujourd'hui sont donc cruciaux. Ils doivent nous permettre de sortir du statu quo et de nous doter d'un plan d'action réaliste, structuré et mesurable pour la période 2026-2028. Des priorités clairement identifiées, des indicateurs de performance précis et des mécanismes de suivi d'évaluation rigoureuse.
Une feuille de route axée sur l'efficacité et le résultat. Grâce à ces plans, le FPI s'engage à identifier clairement les axes prioritaires d'intervention afin d'ajuster ses actions aux besoins réels de l'économie congolaise. Cette approche vise à renforcer le rôle du FPI comme catalyseur du développement industriel national. Dans son discours, le directeur général a insisté sur la nécessité d'un pilotage rigoureux et transparent, fondé sur des indicateurs de performance précis et mesurables. Ces outils permettront notamment d'évaluer l'impact réel des interventions du FPI, de mesurer la rentabilité de projets financiers et d'orienter les décisions stratégiques vers le résultat le plus significatif. Une gouvernance fondée sur la transparence et la redevabilité. Conscient qu'une stratégie n'a de valeur que si elle est suivie et contrôlée, le comité de gestion instaurera de mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation. Ces dispositifs garantiront la traçabilité des actions menées, l'optimisation de l'utilisation de ressources, la maximisation de l'impact des financements au service de l'industrialisation, le lancement officiel de travaux d'élaboration du plan d'action triennal 2025-2028. Une ambition claire, celle de renforcer la crédibilité et la performance du FPI. L'équipe dirigeante du FPI, composée de messieurs Hervé Claude Ntumba et de messieurs Blaise Mastaki, affiche une ambition déterminée, celle d'améliorer la performance globale de l'institution par une gestion rationnelle, transparente et orientée vers le résultat. Cette vision permettra de renforcer la crédibilité du FPI, de consolider la confiance de partenaires financiers et industriels, et enfin de stimuler la diversification de l'économie congolaise. Un engagement fort pour l'avenir industriel du pays. À travers ses plans d'action triennal 2025-2028, le FPI se positionne comme un acteur majeur de l'industrialisation durable en République démocratique du Congo. L'institution entend contribuer activement à la création d'un tissu industriel compétitif, à la promotion des investissements productifs et au développement d'une économie diversifiée et résiliente face aux défis mondiaux. Le FPI confirme ainsi son rôle de levier stratégique essentiel pour la transformation économique et le développement industriel du pays. L'entreprise publique de transport a officiellement réceptionné ce lundi 25 août un lot de 30 bus neufs de marque Mercedes-Benz. Cette acquisition marque une étape significative sur le plan des modernisations du transport en commun dans la capitale congolaise. Regardez. L'entreprise publique de transport Transco a officiellement réceptionné le lundi 25 août un lot de 30 bus neufs de marque Mercedes-Benz. Cette acquisition marque une étape significative dans le plan de modernisation des transports en commun de la capitale. Les véhicules, des modèles haut de gamme, sont issus des lignes d'assemblage de la Société Suprême Automobile, un acteur local spécialisé dans le montage des véhicules et implanté à Kinshasa. Cette livraison s'inscrit dans le cadre d'un partenariat plus large conclu entre le gouvernement congolais et l'industriel automobile. Objectif avoué de cette opération est de répondre à la demande croissante des mobilités urbaines à Kinshasa, où les besoins des déplacements de la population ne cessent de s'accroître. L'intégration de ces nouveaux équipements vise à améliorer la fréquence, la ponctualité et le confort des usagers du réseau Transco. Ce renfort de flotte est attendu comme un élément clé pour désengorger les trafics quinois et offrir une alternative de transport plus fiable et plus sûre à ses habitants. Le déploiement de la seconde tranche de 30 bus est prévu dans les prochains mois. C'est par cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à cette édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. EcoActu International.